Tu m'en empêcheras pas, hein. Non mais moi je viens juste récupérer des dossiers et toi tu fais ce que tu veux. Et pourquoi je regarde toutes ces merdes, hein? Pour l'argent des abonnés. T'as raison. Black International est un film américain sorti le 12 juin 2019 et, comme son nom l'indique, est le 4e film de la saga cinématographique Men in Black. Une saga qui débuta en 1997 en nous narrant les aventures des hommes en noir. Jusque là ça va. Dont la mission est de contrôler les extraterrestres vivant sur Terre et parfois d'empêcher des choses pas cool comme la destruction de l'univers. En d'autres termes, les Men in Black sont les gardiens de la galaxie. Pourtant, ils n'ont pas de raton laveur? Non, mais ils ont un chien. Je vois pas le rapport. Leurs péripéties sont narrées au travers de 3 films par le biais de l'agent J, que l'on ne verra plus, et de l'agent K, que l'on ne verra plus non plus. Mais il reste quoi des films précédents en fait? Oh ben, plein de choses. Plein de choses. Ce 4e opus marque un vrai point de rupture avec la trilogie, aussi bien dans la narration que dans l'équipe technique, que ce soit les scénaristes ou bien le réalisateur, puisque la mise en scène est confiée à F. Gary Gray, qui n'a aucun lien de parenté avec Christian. J'ai honte d'avoir cette ref là. Ni même avec Dorian. Mon amour-propre remonte un peu. Et encore moins avec James. Bon, tu vas pas nous faire tout l'arbre généalogique non plus. Un réalisateur aujourd'hui connu pour ses films NWA, Street Outta Compton et Fast and Furious 8, dont la carrière cinématographique débuta en 1995 avec Friday, film coécrit avec le rappeur Ice Cube pour lequel il réalisa quelques clips, et que personnellement j'ai découvert avec Braquage à l'italienne, dont l'adaptation a bien occupé mes journées. Pendant 2 mois. Oui, car en novembre de la même année... Non, c'est pas le sujet. En résumé, nous avons une franchise jouissant d'une forte notoriété, un casting remanié dont les visages parleront au plus grand nombre, un réalisateur expérimenté qui vient de connaître son plus grand succès, bref, la recette d'un carton assuré. Oui. Men in Black International débute par, le titre, durant un générique qui est certainement la plus belle chose que vous verrez durant cette chronique, si l'on accepte mes apparitions. Évidemment. Puis, petit flashback en 2016 à Paris, on le retrouve Thor et Ra's al Ghul reconvertis en Men in Black car il faut bien payer son loyer. Ils s'organisent une petite virée nocturne au dernier étage de la Tour Eiffel et tombent sur un couple présent uniquement pour que l'agent H puisse nous exposer les raisons de leur venue, à savoir qu'ils sont là pour battre la ruche, un truc qui réunit les créatures les plus cruelles de l'univers. Je comprends rien. Moi non plus. Mais c'est suffisant pour que ça fasse boum boum. L'agent H se retrouve suspendu à un ascenseur, mais pas d'inquiétude car il profite du hors-champ pour remonter dedans. Puis ça fait pampan, suivi d'un magnifique fondu au blanc qui introduit un flashback dans un flashback. Direction Brooklyn 20 ans plus tôt, où une petite fille visiblement fan de l'espace fait la rencontre d'un alien et l'aide à s'échapper sans que les Men in Black présents sur les lieux ne prennent le temps de la neurolyser, car le McDo ferme dans 10 minutes, et car il fallait bien un prétexte pour un nouveau film. Puis on enchaîne avec un nouveau fondu mal cadré pour retrouver Molly à l'heure actuelle de maintenant d'aujourd'hui qui traque les extraterrestres dans l'optique de rejoindre les Men in Black, jusqu'à en voir un après avoir traversé un mur holographique censé dissimuler la scène au commun des mortels. La prochaine fois, mettez juste une bâche. Elle suit donc les agents jusqu'au QG du MIB, sauf qu'elle se fait cramer, et pour une raison qui m'échappe, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et effectivement, la patronne lui demande 3 arguments pour l'embaucher. Mon intelligence. Bravo championne. Ma motivation. Plus qu'un. En noir, je fais classe. C'est foutu. Et pour une raison qui m'échappe encore, parce que sinon il n'y aurait pas de film. Et effectivement, elle est embauchée sous la lettre M et part pour le bureau de Londres où elle fait la connaissance de Maître Kaigon, rebaptisé ici Grand T. Puis direction Marrakech, où après un merveilleux ralenti sur un balai, la télé s'allume toute seule et les lampes commencent à grésiller, ce qui n'est jamais bon signe. Mais comme il n'a pas vu Paranormal Activity, le monsieur monte sur le toit et tape dans un sac qui disparaît le plan suivant. Il se passe vraiment des choses bizarres. Avant de se faire attaquer par 2 extraterrestres qui prennent son apparence. Retour à Londres où M part en mission avec l'agent H, qui a visiblement une autre idée en tête. Une mission toute simple qui consiste à garantir la protection d'un alien un brin malaisant. Hello.
Une mort qui fait suite à l'attaque des méchants aliens de Marrakech et avant laquelle le pervers donne à M un étrange objet qu'elle dissimule subtilement dans sa poche. Et elle a bien raison, car il semblerait qu'il y ait une taupe chez les Men in Black. Une taupe que seuls les plus perspicaces auront démasquée entre l'agent M, l'agent H et Grand T. Moi j'ai trouvé. Retour à Marrakech où notre duo découvre un petit alien un peu trop bavard. Oh là, je sens que ce truc va me saouler. Moi, un truc. Voilà, c'est fait. Toi, je peux pas te saquer. C'est réciproque. Mais malheureusement, on va devoir se le coltiner pour le reste de l'aventure puisqu'il prête allégeance à l'agent M. Eh ben, s'il la protège aussi bien que sa précédente reine... Surtout que le danger ne tarde pas à pointer le bout de son nez, mais fort heureusement, M a fait son stage de 3e dans une école de magie et finit par s'enfuir avec H sur une moto extraterrestre dans les rues bondées de Marrakech. Comment ils vont faire pour neuraliser tout le monde là? Eh ben, comme ça. Ah bah oui. Pour échapper à cette menace, le duo se téléporte dans le désert avec fracas avant que l'étrange objet se mette en action. Il fait quoi là? Il bouge. Perspicace. Mais en réalité, c'est un Transformers qui devient une arme dévastatrice qu'ils se font dérober aussitôt. Après avoir allumé un feu avec du bois qu'ils ont certainement ramassé dans la jungle voisine, Elle est hors champ. les deux agents réparent la moto sans tacher leur chemise blanche Autant je peux croire aux aliens, mais ça... et partent en direction de Naples pour retrouver Risa, une trafiquante d'armes extraterrestres qui s'avère être aussi une ex de H. Sauf que cette dernière n'est pas des plus coopératives et alors que M est sur le point de récupérer l'arme, ça part en octogone direct tandis que H se bat avec un garde du corps. Oh là là, il prend un marteau. Oui, mais merci, tout le monde a la ref. La ref. Un combat remporté par cet extraterrestre qui provoque l'illumination chez M, puisqu'elle lui rappelle l'alien qu'elle a sauvé pendant l'intro. Et comme l'univers est très petit, il s'avère qu'effectivement cette petite peluche est devenue ce truc. On est d'accord qu'il n'y a aucune ressemblance. Bah si, c'est évident, ne vois-tu pas ce pelage bleuté sur ce torse velu? Donc ils vont s'en sortir avec une si grosse facilité scénaristique. Tout à fait. D'accord. C'est donc en possession de l'arme qu'ils partent en rando pépouze, mais la tranquillité sera de courte durée puisqu'ils se font déjà retrouver par la ruche. Ils ont du miel au cul ou quoi? Et c'est encore quand tout semble perdu que Grand T et d'autres agents débarquent pour exterminer les méchants. Comme le spectateur, M se demande alors... Comment vous nous avez trouvés? L'expérience. Oh bah oui, je vois que ça. Bref, tout est bien qui finit bien, tout le monde est content, mais rapidement H a un mauvais pressentiment qui se confirme lorsqu'il découvre que l'arme a été de nouveau dérobée par la taupe qui, et là je risque de vous surprendre, était en réalité Grand T. Ah bah merde. C'était pas Wish. Bref, c'est la caca, et après un placement de produit aussi subtil que dans les vidéos de certains youtubeurs, retour à Paris pour l'ultime affrontement. Grand T explique qu'ils n'ont jamais battu la ruche lors de la scène d'intro et que celle-ci a besoin de l'arme pour... J'ai pas compris. avant de se transformer en boss final. C'est la bagarre durant laquelle M se fait éjecter dans un vortex lorsque soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps. Bob Moran? Non, juste la tête de gland qui arrive à ramener M dans la tour, tandis que H se sert du pouvoir de l'amour pour récupérer l'arme afin que M s'en empare et détruise définitivement la ruche. C'est un peu brouillon. Ça fait boum et les gentils ont gagné. Ah bah c'est plus clair. L'agent M reçoit son euro-laser, l'agent H est promu à la tête du bureau de Londres, des millions de Parisiens ont vu une explosion dans le ciel, mais ça, c'est une autre histoire car c'est la fin de Men in Black International. J'ai pas été si déçu que ça finalement. Après, je m'attendais à rien. Puisque s'il y a bien une saga qui a acquis une grande notoriété sans susciter chez moi le moindre intérêt à l'époque, c'est bien Matrix. Mais c'est pas le sujet. Pour l'instant. Et s'il y en a une deuxième, c'est bien Men in Black. Un désintéressement qui s'explique par le fait qu'à la sortie du premier opus en 1997, je n'avais que 5 ans, et qu'il aura suffi de 7 scènes pour faire de ce Men in Black un traumatisme d'enfance au même titre que La Tour de l'Avant-Ville, Le Monstre sous mon lit ou encore Angela Anaconda, qui me rend toujours mal à l'aise d'ailleurs. En même temps, faut être complètement taré pour concevoir ce genre de... Passer à autre chose s'il te plaît. En parlant de série animée, c'est d'ailleurs celle dérivée du premier film qui fut mon premier contact avec l'univers des Men in Black et grâce à sa diffusion dans M6 Kids seulement 1 an après la sortie du film, une série dont je me souviens encore du générique. Et c'est tout. Ce genre d'adaptation connut un âge d'or durant cette merveilleuse décennie 90 avec des séries comme The Mask, Retour vers le futur ou encore Godzilla dont les titres des épisodes sont des bijoux de subtilité. Certainement écrit par le scénariste du film, Avec notamment le fameux La créature qui avale tout. que je vous déconseille de rechercher sur internet. Bref, tout ça pour vous dire que je n'avais guère envie de revoir ces films, mais j'ai décidé de leur redonner une chance car je n'avais pas vraiment le choix pour préparer cet épisode. Et autant avant cette chronique je ne gardais pas un grand souvenir de la franchise, autant après, ben c'est pareil. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis.
La faute à une trilogie certes divertissante, mais finalement assez inégale, qui débutait avec son meilleur opus, celui-ci possédant toutes les qualités d'un premier film en introduisant un univers riche et cohérent, parfaitement adapté du comics paru en 1990, The Men in Black. À 2-3 détails près. Tu as lu les comics ? Alors, c'est pas que je les ai... Oui. Violent, acerbe, sombre, le comics de Lowell Cunningham et Sandy Carruthers a été épuré pour finalement ne conserver que le fond, abandonnant la forme à l'instar d'autres adaptations comme Les Tortues Ninja ou The Mask, prouvant qu'un bon film n'est pas nécessairement une bonne adaptation, comme l'avait si justement expliqué ce jeune youtubeur dans sa vidéo sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc ça se dit vraiment pas Azkaban. On retrouve ainsi un duo plus proche de films comme L'Arme Fatale que du comics, avec l'agent expérimenté un brin désabusé, interprété par un Tommy Lee Jones tout juste oscarisé pour son rôle dans Le Fugitif, et la nouvelle recrue, intrépide et désinvolte incarnée par Will Smith, prince de Bel-Air devenu roi d'Hollywood au milieu des années 90 avec le succès de films comme Bad Boys puis d'Independence Day, et également interprète de la musique du film intitulé Men in Black, Subtil. nous rappelant qu'avant d'être acteur, celui-ci s'était déjà fait un nom dans le monde du rap. Un schéma des plus classiques qui néanmoins permet aux spectateurs de découvrir cet univers en même temps que le héros, nous épargnant d'interminables scènes d'exposition. Un monde captivant où les humains côtoient sans le savoir des aliens venus d'autres galaxies à l'apparence aussi intrigante que fascinante, rendue crédible grâce à un mélange d'animatronique et d'effets numériques remarquables assurés par... C'est mon moment préféré de la vidéo. ILM, société fondée par George Lucas en 1975. Au même titre que les Men in Black, ces extraterrestres sont parfaitement intégrés dans le récit qui, derrière sa trame narrative assez convenue, cache un parallèle évident avec la politique migratoire des États-Unis, rendant son propos plus profond qu'il n'y paraît, et ça, c'est un petit miracle lorsque l'on sait qu'il a été écrit par Ed Solomon, lui-même qui venait de signer le script de Super Mario Bros. Sûrement un incident de parcours. Et qui signera ensuite celui de Charlie et ses drôles de dames. C'est un miracle. Ce qui est moins étonnant, en revanche, c'est la maîtrise de Barry Sonnenfeld derrière la caméra, directeur de la photographie des frères Coen avant de réaliser les adaptations de la famille Addams, et qui ici nous offre une mise en scène soignée dont certains plans sont aujourd'hui indissociables de la franchise, surtout lorsqu'elles sont accompagnées par les compositions de l'incroyable Danny Elfman dont on ne parle pas assez, Et dont on ne parlera pas non plus dans cette chronique. Vous l'aurez compris, toutes les planètes semblaient alignées, même les plus lointaines, pour nous offrir un divertissement de qualité, et cela se confirma par un succès critique et commercial, au point de devenir le deuxième plus grand succès de l'année 97 au box-office nord-américain, juste devant la suite d'un film avec des dinos, Et pourtant, il y a 2 T-Rex. mais bien loin derrière le bateau qui coule. Mais spoil pas. Chaud comme un camion à churros, Barry Sonnenfeld applique la même formule seulement 2 ans plus tard, en signant l'adaptation très libre de la série Les Mystères de l'Ouest avec le film Wild Wild West. Néanmoins, sa réception est loin d'être aussi chaleureuse que celle de Men in Black, C'est la version polie pour dire qu'il s'est fait défoncer. un sentiment que semble partager l'acteur. Wild Wild West just is a thorn in my side. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre un tel acharnement car j'ai adoré ce film. Quand j'avais 7 ans, et je ne l'ai toujours pas revu depuis. Il fait partie de ces films qui ont enchanté mon enfance et que je serais incapable d'apprécier aujourd'hui car leurs défauts me sauteraient aux yeux. Et car je suis devenu un vieux con. Après une telle désillusion, d'une part pour Will Smith qui avait choisi ce rôle au détriment du rôle titre dans un certain Matrix, L'intuition. d'autre part pour Barry Sonnenfeld d'un point de vue artistique et financier, le film arrivant tout juste à rentrer dans ses frais, quoi de plus normal pour les deux hommes que de se donner rendez-vous en terre inconnue. Rien à voir avec l'émission. Un rendez-vous qui eut lieu en 2002 avec la sortie de Men in Black 2, suite directe du premier opus pour lequel le réalisateur fait ce qu'il sait faire de mieux. Une tarte aux pommes? Non, enfin, il les fait peut-être très bien, mais je pensais plutôt à reprendre tous les éléments qui ont fait le succès du premier volet, même si cela induit de dénaturer sa conclusion afin de reformer le duo mythique. Un choix discutable, à peine assumé, Elle voulait retourner bosser à la morgue et je lui ai juste donné un coup de main. et paradoxalement judicieux, tant ce duo est une fois de plus la plus grande qualité de cette suite. En même temps, elles ne sont pas nombreuses. Oui, car malheureusement, le charme du premier opus s'est estompé, la découverte de cet univers laissant place à de rares idées intéressantes peu développées, voire ruinées par cette fin que je qualifierais de... Dis Siri, trouve un synonyme de merdique. Voici la filmographie de Paul W.S. Anderson. Et à une intrigue oubliable, martelée à coups de longues scènes d'exposition afin de légitimer cette nouvelle menace convaincante sous sa forme humaine, Et je dis pas ça parce que... Pourquoi je me justifie en fait? mais finalement assez anecdotique sous sa forme originelle, guère aidée par des effets numériques bien moins convaincants, confiés à ILM. Non, c'est pas possible. Pas toi. Pas maintenant.
Pas après tout ce que tu as fait. En résulte une suite divertissante mais un brin flemmarde qui aura attiré les foules, à défaut de les convaincre, et dont je ne garderai pas un souvenir impérissable. Merci quand même. Pas étonnant qu'il faille attendre 10 ans avant de revoir le duo sur grand écran. Histoire que la nostalgie atténue un peu la déception. Un troisième long métrage que je n'avais pas vu lors de sa sortie car je n'avais... Aucune excuse. Mais entre le fait d'intégrer un voyage temporel dans un univers qui n'en fait jamais mention et le fait que je n'avais pas envie, j'ai découvert ce Men in Black 3 en préparant cette vidéo. Et j'ai adoré. Pendant 45 minutes. 45 minutes durant lesquelles on retrouve tout ce qui faisait le charme du premier volet, avec le mythique duo, de nombreux aliens qui nous offrent l'une des meilleures scènes de la saga, même si je n'ai toujours pas compris comment ce poisson-là peut être encore vivant alors que J vient de lui arracher le cœur. Après, j'y connais rien en poisson extraterrestre. Et en prime, l'introduction d'un méchant prometteur. Que l'on ne verra pas souvent. Oui, car une fois dans le passé, le rythme s'accélère emporté par l'action, accompagné par son lot d'anachronismes et d'incohérences, puisque les scénaristes manient aussi bien les codes du voyage temporel que ce que joue de la guitare. Mais elle n'est pas accordée aussi. Et ce jusqu'à son dénouement certes moins original que celui du premier film, mais qui a le mérite de clore cette saga avec une pointe d'émotion avant un générique interprété par Pitbull. Que j'ai un peu honte d'aimer. Alors oui, les fans inconditionnels du duo pourront être déçus par le peu de temps d'écran de Tommy Lee Jones, mais ce serait oublier l'excellente interprétation de Josh Brolin dans la peau d'un jeune agent K sauveur de l'humanité, avant que celui-ci décide de l'anéantir, qui conserve cette parfaite alchimie avec Will Smith dont le costume lui sied toujours à merveille. Un film qui marque la fin d'une décennie durant laquelle l'acteur sera devenu une légende du cinéma et le commencement d'une longue traversée du désert faite de mauvais choix, comme le refus du rôle-titre dans le western de Quentin Tarantino, L'intuition. deux projets dont il est l'initiateur, le producteur et également l'acteur aux côtés de son fils, mais qui auront autant convaincu que Wild Wild West, et Suicide Squad. Une succession de revers qui prennent fin en 2019 suite au succès d'Aladdin, avant l'ultime consécration en 2022 où il remporte l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans La Méthode Williams, profitant de l'occasion pour nous montrer qu'il avait bien travailler son coup droit. Bref, je ne vais pas m'étendre davantage sur cette trilogie. Oui, enfin, ça fait un quart d'heure qu'on est dessus quand même. Toujours est-il que Men in Black a su poser les bases d'un univers généreux et cohérent, respecté dans ses suites avec plus ou moins de succès, et ce jusqu'à sa conclusion. Et que fait-on maintenant lorsqu'une franchise se termine par un succès commercial? On me donne des sujets pour de futures chroniques. Exactement, et pour ça il suffit soit d'inventer un prétexte pour faire revenir tout ce petit monde, mais ça demande un minimum de réflexion pour assurer une cohérence. Ce qui n'est pas la première qualité de tous les scénaristes. Soit de faire ce que l'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire un reboot, mais soft. Ouais. Tu sais ce que veut dire soft? Évidemment. Tu sais ce que veut dire reboot? C'est une marque de chaussures. Non, ça c'est rebook. Ah oui, mais avouez, c'est confusant. Un reboot, que l'on peut littéralement traduire par redémarrer, est une œuvre qui se réapproprie les bases d'une œuvre précédente tout en proposant un nouveau point de départ. Un procédé très en vogue dans le cinéma ces dernières années, puisqu'il permet de s'appuyer sur une notoriété existante tout en évitant aux scénaristes d'avoir à inventer les fondations d'un nouvel univers, leur permettant ainsi d'apporter plus de soins au scénario. Oui, évidemment. Néanmoins, il existe des reboots plus soft qui proposent une nouvelle histoire tout en conservant l'univers instauré dans les œuvres précédentes, se posant ainsi comme une suite indirecte. C'est pourquoi le mythique duo de la trilogie laisse ici place à eux, à savoir l'agent H dont la lettre n'a visiblement pas été choisie au hasard puisqu'il est comme le H de Hawaï, il sert à rien. C'est un personnage fade, uniquement défini par son caractère, celui de l'agent à l'ego surdimensionné qui devra s'assagir en faisant équipe avec la nouvelle recrue, l'agent... Je ne sais même plus sa lettre. L'agent M qui, tout pareil, celle-ci étant uniquement définie par cette volonté de faire ses preuves. Alors oui, vous allez me dire, quelle merveilleuse chronique présentée par un homme charismatique. Et vous aurez raison. Et vous allez aussi me dire qu'il est difficile de développer le background d'un agent dont la notion même de vie privée n'existe pas. Et vous aurez encore raison. Mais malgré cette contrainte, le premier Men in Black avait réussi à instaurer une histoire autour de K. Ce nouveau duo est donc dénué de charme, même si l'alchimie est palpable entre Chris Hemsworth et Tessa Thompson, à croire qu'ils avaient déjà joué ensemble par le passé, et souffre indéniablement de la comparaison avec la paire Will Smith-Tommy Lee Jones, confirmant ainsi cette célèbre citation « La paire, il n'y en a pas deux ». Ces costumes semblent bien mal taillés, un comble pour des agents H&M, et ce n'est pas l'interprétation des acteurs, souvent dans le surjeu, qui donneront plus d'envergure à ces personnages. Après, est-ce réellement leur faute? Bah, c'est pas la mienne. Oui, d'accord, mais force est d'admettre qu'il est difficile de composer un rôle lorsque celui-ci est réécrit au fur et à mesure du tournage en fonction des humeurs de Walter Parkes, producteur historique de la saga, mais aussi scénariste, réalisateur et monteur
monteur à ses heures perdues. Et apparemment, il en avait beaucoup à perdre. Une implication à l'excès qui le poussera à imposer ses décisions au détriment des personnes dont c'est le métier quand même, quitte à provoquer des tensions en interne et notamment avec son réalisateur, F. Gary Gray ayant menacé de quitter le projet avant de finalement revenir après de longs échanges avec la production. Certainement par amour pour le cinéma. Bien qu'il soit difficile de déterminer la personne réellement derrière la caméra, même si la médiocrité de certaines séquences ne laisse aucun doute, globalement les scènes d'action sont agréables à regarder grâce à une parfaite continuité dans l'action, à défaut d'être palpitantes. Les joutes verbales sont parfaitement rythmées grâce à des chants contre chants efficaces, à défaut d'être originaux, mettant en exergue la nullité affligeante de leur contenu. Je confirme. Et de légers clins d'œil parsèment le long métrage, que ce soit dans ce qui nous est montré ou comment il nous est montré. Ajoutez à cela ces petits détails qui font les mauvais films, avec ses nombreux faux raccords et ses collages entre deux prises mal dissimulés, offrant de sublimes raccords dans l'axe que seuls les gros casse-couilles auront remarqué. Excusez-moi de faire attention. Ainsi, même si F. Gary Gray est crédité en tant que réalisateur, il est évident que celui-ci s'est vu dépossédé de son film, au même titre que de nombreuses personnes présentes sur le générique, pour un résultat qui certes ne révolutionnera pas le cinéma, Ah non, ça c'est sûr, oui. mais tout de même loin de la catastrophe, ce qui, vu le chaos ambiant, est un petit miracle. Visuellement, ce Men in Black International est donc un film sans réelle identité, et ce n'est pas ses compositions qui apporteront un semblant d'âme, malgré le retour de Danny Elfman, ici accompagné de Chris Bacon, qui n'a aucun lien de parenté avec Kevin, ni avec... Mais tais-toi. Bon, finalement, continue. Bref, la bande originale n'est pas si originale que ça, les meilleurs morceaux reprenant les compositions des précédents volets, même si forcé d'admettre que même la plus épique des musiques n'aurait aucun impact dans ce film tant celui-ci est dénué d'émotion. Et pourtant, l'émotion ça me connaît, car j'ai pleuré devant Le Roi Lion, j'ai pleuré devant Eternal Sunshine of the Spotless Mind, j'ai pleuré devant Silent Hill Révélation. Pas pour les mêmes raisons. Mais ici, zéro, rien, nada, la faute à un manque d'immersion dans cet univers, pourtant si captivant par le passé, qui s'explique par l'accumulation de plusieurs facteurs, à commencer par son récit qui est... comment dire ? Sans intérêt. Dans sa narration, le scénario se résume à une simple quête rendue faussement complexe par un montage désordonné et cette succession de péripéties multipliant les personnages, les lieux et les actions sans jamais les approfondir, dénouée grâce à d'incroyables facilités scénaristiques et réduisant le divertissement à sa notion la plus basique, À tel point que je m'amuse plus quand je m'ennuie. Dans sa structure, le scénario ne propose rien de nouveau et réutilise grossièrement les étapes narratives de Men in Black de 97, tout en réussissant l'exploit de détruire la mythologie que celui-ci avait instaurée, puisqu'il est aussi difficile de devenir agent pour une organisation ultra secrète que de devenir équipier polyvalent chez McDo. La preuve, même moi il m'a embauché. Pendant un mois. Et pourtant, Matt Holloway et Art Marcum, scénaristes sur Iron Man, Mais non. et sur Transformers The Last Night, Ah, je me disais aussi. ont proposé une première ébauche modernisant le premier Men in Black, avec toujours en toile de fond le sujet de l'immigration. Néanmoins, cet angle d'approche fut abandonné sous le contrôle avisé de Walter Parkes, au profit de ça quoi. Ça valait la peine de le réécrire. Alors oui, le duo d'agents du MIB et les extraterrestres occupe toujours une place centrale dans l'intrigue, Encore heureux. mais oubliez les bizarreries des premiers volets, puisque ces derniers se sont gizmonisés, Pas sûr que ce verbe existe. ils se sont pikachunisés. Pas sûr non plus. Bon, en gros, on est plus proche de la peluche que de la créature bizarre, sauf qu'au moins Pikachu il ne parle pas. Bon, sauf dans Pokémon le film Je te choisis. Il parle pas. Et ça aurait été bien qu'il en soit de même pour le tête de gland là, dont chaque intervention me donne envie de me neuroliser. Surtout qu'en plus de son apparence guère flatteuse, celui-ci n'est guère aidé par des FX d'une étonnante laideur pour une telle production. Un constat que l'on peut élargir à l'ensemble des effets spéciaux, puisque la plupart des fonds verts sont facilement identifiables, la faute à des incrustations douteuses dans des décors numériques manquant de finesse et une gestion de la lumière catastrophique qui n'est pas sans rappeler les cinématiques de Need for Speed Most Wanted sorties il y a 17 ans. Mais n'importe quoi, ça peut pas faire 17 ans comme je vais avoir... Oh bordel. Ces effets très spéciaux étaient assurés par double négative. Donc pas par ILM. Qu'est-ce que t'as pas compris dans assuré par double négative ? Oh bah ça va, si on peut plus rien dire. Un univers factice où évoluent des personnages dont les interactions peuvent être définies par le même qualificatif, la relation entre les deux héros étant la plus réussie du film. Ou plutôt, la moins loupée. Ainsi, les personnages secondaires sont d'une pauvreté abyssale, comme Grand T, un agent certes identifiable par une lettre, mais finalement sans identité, qui repose uniquement sur le charisme de son acteur. L'expérience. Et aussi un antagoniste principal loin d'être mémorable, car déjà on ne le voit que 30 secondes, et car ses motivations ne sont pas clairement définies. Ou alors j'ai pas écouté. Et les autres personnages sont au service de la petite touche d'humour qui vient désamorcer une situation, saint graal de nombreux blockbusters à l'équilibre fragile, et qui ici fait passer les personnages pour des imbéciles. On appelle la police. Ça a été rapide. Heureusement que dans la vraie vie, les gens sont pas aussi...
Alors certes, l'humour a toujours été une constante dans la saga, mais non seulement celui-ci était drôle, ce qui est quand même important, et surtout il était distribué avec parcimonie. Avec qui? Parcimonie, Je sais pas qui c'est. s'appuyant aussi bien sur les échanges entre les deux protagonistes que sur le décalage entre leurs réactions normales face à des situations improbables, là où Men in Black International nous inonde de jeux de mots guère inspirés ou de réactions surjouées afin de ponctuer chaque scène par un trait d'humour. D'humour. Et ce jusqu'à l'overdose, avec en point d'orgue des références à d'autres films. Alors oui, j'avoue avoir décroché un léger sourire devant cette scène. C'est peut-être la seule fois d'ailleurs. Mais en contrepartie, cette référence à un autre univers a été mon point de non-retour. Celui qui m'a définitivement sorti du film, ne voyant plus un Men in Black, mais bien Thor, après une bonne douche qui se serait sapée pour l'enterrement de... Non, tu dis rien. In fine, les plus grandes qualités des films Men in Black Surtout le premier. sont ici devenus les plus grands défauts de ce dernier opus, annihilant ce qui en faisait sa principale force, l'immersion du spectateur. Tous ces petits détails sont les clous qu'un homme est venu marteler afin de sceller le cercueil de ce film, enterrant définitivement les ambitions d'une nouvelle trilogie. En d'autres termes, ce Men in Black est avant tout l'échec d'un homme dont la mégalomanie aura détruit cette franchise cinématographique dont il fut l'un des créateurs, même si rien ne dit que sans lui ce quatrième opus aurait été meilleur. En tout cas, il n'aurait pas été pire. C'est un désastre sauvé du naufrage absolu par une réalisation passable et l'implication de son duo d'acteurs, comme les critiques presse l'avaient justement souligné à sa sortie. Tessa Thompson et Chris Hemsworth forment un tandem sympathique, mais rien n'y fait, on s'ennuie ferme. Aussi raté que Ghostbusters 3. Ghostbusters 3. Un avis que semblent partager les spectateurs, du moins ceux qui l'ont vu, Et ils ne sont pas nombreux. puisque le film ne rapporta que 254 millions de dollars. Un résultat à première vue rentable, mais ce serait sans compter l'immense campagne marketing dont les coûts seraient équivalents au budget du film. Les Men in Black sont peut-être les gardiens de la galaxie. Je vois toujours pas comment sera ton laveur. Bon, comme dirait Will Smith, les Men in Black sont peut-être les défenseurs de la galaxie. Toutefois, ils ne sont certainement pas les défenseurs du cinéma, puisqu'après un tel désastre, il ne reste qu'une seule solution. Un grand merci à la ville de Vaux-en-Velin et au planétarium de Vaux-en-Velin, sans qui l'introduction n'aurait pas été possible. Franchement, allez-y, car c'est trop bien. Bon, sauf si vous habitez à Lille, parce que ça fait un peu loin quand même.